Alors, bienvenue pour cette correction du DS, sujet extrait de 2015. Je vous remets ici le début du texte, vous parlant de l'aquarium et des contraintes liées à son entretien. Dans un premier temps, on vous demande d'écrire l'équation qui traduit l'équilibre chimique acido-basique entre NH4+ et NH3 à l'aide des informations qui sont données dans ce document. Alors, si on regarde bien dans ce document, on vous donne un couple, NH4+, NH3, ce qui signifie que NH4+, donnera NH3 ou inversement NH3 deviendra NH4+, en fonction des conditions du milieu. Les conditions du milieu, elles sont celles-ci. Elles sont liées au pKa de ce couple et en fonction du coup du pH du milieu, la forme prédominante du couple sera NH4+, si le pH est inférieur à 9,2. La forme prédominante sera NH3 si le pH est supérieur à 9,2. Et on est vraiment sûr de ne pas avoir trop ni de l'un ou de l'autre lorsqu'on est environ à 8,2 ou à 10,2. La contrainte supplémentaire qu'on a ici, c'est que le pH ne doit pas être au-delà de 7,5 de toute façon. Parce que les conditions de vie du poisson font que le pH de l'eau doit être entre ces deux valeurs-là. Donc si on regarde ici, de toute façon, il y a deux raisons pour lesquelles l'eau ne doit pas dépasser un certain pH. C'est ce 9,2 qui va faire basculer la prédominance du côté de NH3 alors que NH3 est toxique. Et en plus, la valeur du pH devra de toute façon être limitée à 7,5, mais les deux sont relativement liés. Mais ici, si on revient sur la question qui était posée, c'est uniquement l'écriture du couple acide-base. Alors, la réponse de cette première question, qui est l'écriture de la réaction entre NH4+ et l'eau, elle se fait avec un équilibre chimique, double flèche, du fait que l'acide NH4+ est un acide faible. L'acide va perdre son H+, au profit de l'eau et donner H3O+, et le NH4+, puisqu'il appartient au couple NH4+, NH3, se transforme en NH3. Il n'y a rien d'autre de plus à savoir. NH4+, perd son H+, le donne à H2O pour former H3O+, et NH4+, se transforme en NH3, et c'est tout. Bien, maintenant, il s'agit de savoir pourquoi c'est important que l'eau des aquariums ne contienne pas de NH3. Eh bien, c'est en lien direct avec la propriété qui est indiquée ici dans le document et ce pictogramme qui vous indique qu'il faut faire attention à ce produit qui est donc toxique pour le milieu aquatique notamment. Maintenant, il s'agit de savoir pourquoi la valeur du pH doit être contrôlée pour limiter l'apparition du NH3. Eh bien, ça, c'est ce que je vous expliquais en début de vidéo. C'est lié au fait même que le pK du couple va indiquer la valeur limite à ne pas dépasser 9,2 pour que NH3 soit prédominant. Il n'en demeure pas moins que ici, dans cette zone-là, il y a quand même un peu de NH3 qui coexiste avec le NH4+, et plus on augmente en pH, plus la part de NH3 va augmenter. Ici, dans cette zone-là, la part de NH4 étant prédominante, les poissons peuvent être plutôt sereins. Donc voilà la raison pour laquelle il faut que la valeur du pH soit maintenue. Ici, c'est ce que je vous indique dans la correction. La partie suivante traite du pH. La question est de savoir comment on pourrait vérifier ce pH sans sortir un pH mètre à la maison. Pour ça, on a effectivement les bandelettes destinées à la vérification du pH, mais ici, on vous parle d'indicateurs colorés. Or, si on regarde bien, le pH doit être compris entre 6,5 et 7,5. L'indicateur coloré qui va nous permettre de vérifier cette valeur entre 6 et 7,6, c'est le bleu de bromothymol, qui sera jaune ou bleu, et du coup le pH ne sera pas bon, mais s'il est vert, on pourra considérer que l'eau de cet aquarium sera en parfaite harmonie avec les poissons.
Enfin, pour en terminer avec le pH, on vous demande en 3 lignes maximum de faire des schémas simples pour expliquer la manipulation et faire ce contrôle de pH. Il ne faut pas aller chercher midi à 14h, c'est absolument pas un montage de dosage, puisqu'ici on ne fait pas un dosage, on fait juste une validation visuelle par la coloration du BBT, si le pH de l'eau est correct ou pas. Donc il suffit de prendre un peu d'eau du bassin, on ne le fait pas directement dans l'aquarium évidemment, et de rajouter quelques gouttes d'indicateur coloré. Si la coloration est verte, c'est OK. Si elle n'est pas verte, ce n'est pas OK. Dans cette partie, il s'agit de décrire un protocole expérimental, celui de la dilution par 10, pour préparer un volume de 100 ml. Alors pour ce faire, il faut évidemment une fiole jaugée. Une fiole jaugée, ça ressemblerait à ça, bien sûr fait en mieux, dans lequel on place 10 ml de la solution mère que l'on prélève à l'aide d'une pipette jaugée. On place le tout dans cette fiole jaugée de 100 ml. On rajoute de l'eau jusqu'au trait de jauge et on obtient notre solution diluée. Donc si on répète et qu'on retient, pipette jaugée de 10 ml, fiole jaugée de 100 ml, de l'eau, on mélange et c'est fini. Alors attention, une erreur fréquente, c'est l'ajout de 90 ml d'eau. C'est faux. Vous complétez jusqu'au 100 avec de l'eau distillée sans préciser le volume, puisque le volume on ne le connaît pas, on ne le mesure pas, on se contente de remplir jusqu'au trait. Point final. Donc à partir de maintenant, vous retenez, on donne le volume de la solution mère, on donne le volume final, on rajoute juste de l'eau et c'est fini. Bien, pour cette partie, il s'agit maintenant effectivement d'un dosage. Ce dosage se fait à l'aide d'une courbe, donc d'un suivi pH métrique, qu'il va falloir exploiter dans la première question qui vous demande de trouver la valeur du volume à l'équivalence. Alors, les différentes erreurs que j'aurais pu rencontrer, c'est que vous me donnez deux valeurs, celle du volume et celle du pH. Ici, le pH n'est pas demandé, donc vous ne le mettez pas, surtout quand vous le présentez à l'envers, en mettant le pH d'abord et le volume ensuite, ou quand vous me mettez la valeur du volume à l'équivalence, c'est... et j'ai deux réponses. Donc là, c'est un problème parce qu'on attend de vous que celle-ci. N'oubliez pas évidemment de rajouter les unités qui sont ici en millilitres. Ensuite, au niveau de l'exploitation, il faut 3 droites. Les deux premières doivent être parallèles, tangentes à la courbe. La troisième doit apparaître également au milieu, parallèlement aux deux premières. Évidemment, je l'ai fait à main levée, vous sortez la règle, l'équerre, et vous obtenez des droites parallèles et parfaitement équidistantes. Ensuite, ce que je ne vois pas souvent, c'est vrai que j'ai peut-être pas assez insisté, il faut absolument que vous fassiez apparaître des pointillés qui viennent ici indiquer un chiffre. Vous devez vous mettre le chiffre ici, en bas des pointillés que vous aurez tracés. Éventuellement la même chose si on vous demandait le pH. Ce n'était pas le cas ici, mais c'est à prendre en considération. Et cette valeur qui est ici, vous devez absolument la mettre sur la copie. Parce que sinon le correcteur, s'il oublie d'aller regarder votre courbe, ne vous mettra pas les points, alors que si c'est sur votre copie, il vous mettra les points. Donc c'est pour vous protéger également. Voilà ce que j'avais à dire sur l'exploitation de cette courbe, dans un premier temps. On reviendra dessus après. Ensuite, il faut donner la relation à l'équivalence, mais en justifiant cette relation à l'équivalence. Pour ça, on vous donne dans les documents l'équation de la réaction, donc vous n'avez pas à l'établir. Si on ne vous la donne pas, vous devriez l'établir. Pourquoi? Parce qu'on a besoin des coefficients stoichiométriques. Ici, ils sont donnés. Donc la rédaction est celle que vous connaissez. On commence par indiquer que ce que l'on va écrire se passe à l'équivalence et n'est valable qu'à l'équivalence, et qu'on ne peut le dire que grâce aux coefficients stoichiométriques. Ce que l'on peut dire grâce aux coefficients stoichiométriques, c'est ce que j'indique dans ce tableau de proportionnalité où je fais apparaître le réactif titré, le réactif titrant, leurs coefficients stoichiométriques respectifs dans l'équation et la quantité de matière. À savoir, pour les coefficients stoichiométriques, 1 entre les deux, le nombre de moles étant défini par n, 1 pour le premier, n2 pour le suivant, on voit apparaître ici un produit en croix qui me permet d'affirmer que 1 fois n1 est égal à 1 fois n2. Or, le nombre de moles de l'un
c'est égal à sa concentration que multiplie son volume. Le nombre de moles de 2, c'est égal à sa concentration que multiplie son volume. Et de ces deux équations et de celle-ci, on en tire une troisième qui est C1V1 égale C2V2. C'est ça qu'on attend de vous quand on vous demande la relation à l'équivalence, mais on attend de vous toute cette rédaction pour justifier, comme c'est indiqué ici, cette relation à l'équivalence. Il faut absolument, à partir de maintenant, que ce soit connu par cœur. Cette relation à l'équivalence, elle a une fonction, nous permettre de trouver justement ce que l'on cherche, la concentration molaire de la solution phi. C'est là où il faut être attentif, c'est que pour l'instant, on ne dose que la solution diluée. Dans la question suivante, il s'agira de trouver la solution mère. Ces deux mots-là étaient très importants à repérer dans les consignes. Alors, ce qu'il en est du coup pour la réponse, on se sert de la relation à l'équivalence qu'on a trouvée précédemment. On remplace par les valeurs exploitées, ce 13,5 n'étant pas donné dans le sujet, c'est celui que vous deviez trouver par la courbe. Le volume de 10 ml, c'est celui qui est prélevé et que l'on va doser. Ceci étant la concentration de la solution T30. Ici n'apparaissent pas sur la correction. La fin de l'unité, c'est bien sûr des moles par litre. Quand on a trouvé la concentration de la solution diluée, il faut trouver la concentration de la solution mère. Alors, on cherche bien la concentration massique de la solution mère. Donc il va falloir d'abord penser à passer de la solution phi à la solution mère. C'est ce que je fais dans ce premier calcul ici, en multipliant la concentration trouvée précédemment par 10 pour trouver la concentration de la solution mère. Mais c'est une concentration molaire. Or, on nous demande une concentration massique. Pour passer de l'une à l'autre, on multiplie par la masse molaire qui était donnée égale à 61 grammes par mol. Voilà comment on retombe sur les 29 grammes par litre environ, qui étaient conformes à ce qui était indiqué sur l'étiquette. Maintenant, pour les deux dernières parties de cet exercice, il faut vraiment que vous appreniez par cœur ces deux justifications, à savoir celle concernant au choix de l'indicateur coloré pour un dosage. On n'est pas comme dans le cas du début de l'exercice, où on vous demandait quel indicateur coloré on pouvait choisir pour vérifier le pH de l'eau. Ici, on est vraiment dans le choix d'un indicateur coloré pour un dosage. Pour cela, la phrase que vous devez indiquer, c'est la suivante. On choisit un indicateur coloré, là vous donnez le nom, parce que le pH à l'équivalence se trouve dans sa zone de virage. C'est cette phrase-là que vous devez connaître. Donc, on choisit patati patata, car le pH à l'équivalence se trouve dans sa zone de virage. Ici, il s'agissait de l'héliantine. En effet, le pH à l'équivalence, il est approximativement égal à 4. L'héliantine a dans sa zone de virage ce pH à l'équivalence. Dernière question de cette partie du sujet, le pKa du couple. J'ai bien vu parfois que le pKa, c'est la valeur du pH à la demi-équivalence, mais en termes d'exploitation, ça n'est toujours pas ça. Pour déterminer donc ce pKa, on revient sur notre courbe exploitée. Évidemment, vous l'aurez exploité mieux que moi, avec le volume à l'équivalence, le pH à l'équivalence que l'on a trouvé grâce à la méthode des tangentes. Pour trouver le pKa, il faut prendre la valeur du pH, donc ça va se lire sur cet axe-là, ici quelque part, à la demi-équivalence. La demi-équivalence, c'est quand on a versé que la moitié du volume à l'équivalence, c'est-à-dire à peu près ici. Ici, on est au volume équivalent divisé par 2. Pour trouver la valeur du pH à l'équivalence, il faut donc remonter sur la courbe et lire la valeur du pKa ici. Il s'agit du pH de la demi-équivalence. C'est ça le pKa. Voilà pour cette partie, j'espère que c'est OK pour tout le monde. On va passer à la partie physique. Voilà, dans cette partie, on s'intéresse dans un premier temps au chauffage de l'eau de l'aquarium qui doit être maintenu à une température de 25 degrés. Dans un premier temps, ce qu'il va falloir faire attention, c'est que dans les sujets de bac, vous avez ici un petit paragraphe qui annonce l'objectif de cette question qui est détaillé en 1, 2, 3, 4 points ici.
Et en fait, ça n'est pas une question, c'est juste un objectif. Et là, je trouve, ils sont pas très très clairs. Donc en fait, il faut vraiment tenir compte des sous-paragraphes, hein, puisque ici, on vous montre la puissance thermique qui ne sera calculée en fait que dans cette question-là. Et pour ça, il vous guide. Alors la première question était concernant l'énergie thermique. L'énergie thermique, ils sont encore très gentils puisqu'ils vous redonnent les formules de calorimétrie de première. On a ici l'énergie thermique qui permet de passer d'une température θ2 à θ1, donc ça c'est la formule de première, avec les différentes valeurs nécessaires. Ici un volume et non une masse, sauf qu'ici ils vous la convertissent en plus, donc plutôt sympa. L'application numérique nous donne bien la valeur qu'il fallait déterminer ici, à savoir les 2,5 10 puissance 6 joules, avec une application numérique somme toute assez simple. Ensuite, on vous demande de déterminer le temps au bout duquel on va passer de cette température de 19 degrés à 25 degrés. Pour ça, on vous donne un document à exploiter. Alors ce diagramme se lit de la manière suivante. Vous avez ici les températures initiales et finales à atteindre, avec le temps qui s'écoule ici. On est au chrono 2 minutes lorsqu'on passe à la température de 19 degrés, 2 heures. Et on passe ici, attention à la lecture, entre 8 et 10 c'est 9, hein, pas 8 et demi. Donc on passe ici à 9 heures quand on atteint les 25 degrés. Donc le temps au bout duquel on a réussi à passer de 19 à 25 degrés, il est de 7 heures, c'est-à-dire 9 moins 2. Alors la question suivante porte maintenant sur la puissance thermique et vérifier qu'elle vaut environ 100 watts. Pour ce faire, vous avez la connaissance de la relation entre puissance, énergie et temps. Cette relation, vous la connaissez depuis votre premier chapitre de première, avec les unités à utiliser correctement. C'est-à-dire que ici, l'énergie que vous avez trouvée à la question précédente étant en joules, le temps que vous allez mettre ici doit absolument être en secondes. Il vous rappelle dans l'énoncé gentiment que 1 heure c'est 3600 secondes. Donc il faut multiplier le temps de 7 heures par ces 3600 secondes et on trouve effectivement environ 100 watts. Pour en finir avec cette partie chauffage, on constate que le thermoplongeur, celui qui va chauffer l'eau, a une puissance de 120 watts. Or, on vient de calculer qu'on n'aurait besoin normalement que d'une puissance de 100 watts. La question ici, c'est pourquoi on a un thermoplongeur plus puissant. Eh bien, c'est parce qu'en fait, c'est cette énergie qu'il faut pour chauffer l'eau à 25 degrés, c'est si l'ensemble était adiabatique, c'est-à-dire s'il n'y avait pas de perte de chaleur. Or, au contact de l'air, il y a une partie de la chaleur qui s'enfuit, et du coup, il faut les compenser. On a notre petite marge de sécurité des 120 watts. En plus, si il fonctionne à plein régime tout le temps, ça va être problématique. Voilà pourquoi il y a cette petite marge de sécurité. Alors une partie des questions ont été supprimées parce qu'elles font partie de la mécanique que l'on n'a pas encore étudiée, mais la valeur que l'on calculait dans la partie précédente qui a été supprimée a été donnée dans la question 2.3.2 pour vous permettre de continuer. Donc la problématique qui est soulevée ici, c'est le fait que cette eau doit être relevée entre la cuve de décantation et l'aquarium avec une hauteur de 2 mètres. Donc ça nécessite un effort de la part d'une pompe. Et la question est de savoir quelle pompe on va choisir parmi les deux qui sont proposées dans le document en annexe. Dans un premier temps, on doit savoir le temps pour pouvoir calculer la puissance. Le temps, on va pouvoir le trouver grâce au débit des pompes. En effet, on constate que dans les deux cas, les pompes ont un débit de 2000 litres par heure. Or, on a vu dans le document précédent que l'on a un débit on a un volume de 100 litres. Alors si on a un débit de 100 litres, alors qu'il fait 2000 litres par heure, on se rend bien compte ici que avec 180 secondes, on aura propulsé nos 100 litres. Ça, c'est une règle de 3. Hein. Je vous ai toujours dit que s'il n'y avait pas de formule dans votre tête, c'est que c'était un produit en croix. Et enfin, pour calculer l'énergie, la puissance mécanique que l'on souhaite déterminer avec ces contraintes techniques, on va dire, l'énergie mécanique divisée par le temps. L'énergie nécessaire pour relever cette eau va être de 2000 joules, vous apprendrez à le calculer bientôt. Et le temps nécessaire, les 180 secondes, soit la puissance de 11 watts. Ça, c'est une puissance mécanique.
Les 11 watts que l'on vient de trouver en puissance mécanique pour faire cette remontée du volume d'eau, c'est une puissance que l'on souhaite obtenir. Or, ici, nous avons deux puissances différentes qui sont des puissances électriques. C'est la puissance que va consommer l'appareil et ne va restituer que 45% de cette puissance. Donc, quelle pompe va-t-il falloir choisir à la question 3 pour pouvoir choisir soit la 20 watts, soit la 30 watts, compte tenu des pertes qui sont de presque 50%. Alors, pour ce faire, on va regarder les rendements. Le rendement qui est défini par le rapport entre la puissance mécanique et la puissance électrique. Si vous vous souvenez des chaînes énergétiques de première, on a l'énergie électrique qui est consommée. Voilà, consommée. On a le moteur qui restitue une certaine énergie mécanique. Et le rendement est défini entre le rapport de cette énergie-là divisé par cette énergie-là. C'est ce que j'indique ici. Mais ce que l'on cherche, c'est la puissance électrique qu'il va falloir choisir. Pour ça, on transforme la formule en puissance mécanique sur le rendement. On trouve une puissance électrique théorique de 24 watts. Dit autrement, la pompe qui va convenir, c'est celle-ci, avec 30 watts, parce que la 20 watts ne sera pas assez puissante pour obtenir les 24 nécessaires. Voilà, c'était un peu long, j'ai bien conscience, mais vous ne prendrez que ce dont vous avez besoin. Bonne révision.